Salut à tous, chers abonnés de News, et bonjour à Olivier Talaron, journaliste sportif pour Canal+. Salut Olivier, Ça va, Enzo? ça va et vous? Ouais, confiné, hein, c'est nécessaire, donc on respecte un petit peu les règles qui sont imposées, c'est normal. Mais merci en tout cas d'avoir accepté cette petite interview. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Un Marseillais, ça ne se refuse pas. C'est gentil. Et avec moi, toujours pour m'accompagner, Lucas. Salut Lucas. Salut Enzo, bonjour Olivier, merci Salut. d'avoir accepté notre invitation. Allez Lucas, je te laisse commencer cette petite interview avec tes questions. Alors Olivier, on sait que c'est difficile en ce moment pour tout le monde, mais comment ça se passe pour vous, votre confinement? Comment vous vous occupez, quoi? Comment on s'occupe? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas bosser normalement, hein, comme un peu tout le monde. Moi, personnellement, en général, je suis plutôt sur les terrains. Donc, évidemment, là, on est confiné. Donc, comment on s'occupe? On enregistre quelques petites pastilles avec les joueurs. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu deux, trois trucs passer. On a fait Rudy Garcia, on avait fait Valentin Rongier il y a quelques jours. Voilà, on essaye d'avoir les joueurs par Skype, un peu comme on fait là, pour savoir un petit peu comment ils vivent le confinement, comment ils s'entretiennent, s'ils ont des consignes un peu des coachs, s'ils ont vraiment un programme physique adapté. Le foot nous manque. Les terrains nous manquent, un peu comme tous ceux qui aiment le foot. Mais bon, c'est une période quand même assez irréelle et évidemment qu'il il faut rester à la maison, il faut rester confiné, il faut respecter les gestes barrières, les règles, etc. Voilà. Et quelles sont les consignes que vous avez reçues de la part de la direction de Canal? Vous continuez votre activité de travail? Alors nous, les consignes, elles sont simples, c'est rester chez nous. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est rester chez nous. On va a priori passer en chômage partiel là, d'ici quelques jours. Donc voilà, c'est quasiment un chômage technique. Hein. De toute façon, c'est la même chose, chômage partiel, chômage technique. On peut plus assurer notre activité. Alors, comme je vous disais, jusque-là, on essaye un petit peu de donner quelques petites interviews aux abonnés sur les comptes officiels de Canal, sur le compte officiel du Canal Football Club, etc. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Le foot, c'est à la télé qu'on aime le voir, c'est dans les stades. Donc voilà, on essaye de faire le minimum, mais même pour nous, c'est frustrant comme pour tous les supporters de foot, quoi. Donc on a appris cette semaine le décès de Pape Diouf, qui nous a quitté mardi dernier du suite du coronavirus. Il devait être rapatrié à Nice, mais malheureusement, ça s'est aggravé. Comment vous avez appris son décès? Moi, je l'ai appris le soir. Je l'ai appris quasiment à peu près 2 heures après l'annonce de son décès, parce que j'étais pas du tout sur mon téléphone. Et franchement, ça m'a fait un choc, mais terrible, quoi. Moi, Pape, je le connais depuis plusieurs années. C'est pas un intime, hein, c'était pas pas un ami proche, mais c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. C'est un mec d'une intelligence folle, tellement gentil, très bon président quand il est passé à l'OM, évidemment. Et moi, franchement, ça m'a dévasté. Je me suis dit, la réalité on est face à la réalité là. C'est-à-dire pour ceux qui ne se rendaient pas compte de ce qu'était le coronavirus, une sorte d'insouciance, se dire que ça va jamais nous toucher. Je pense qu'une personne de la stature de Pape qui part de cette maladie, eh ben franchement, ça fait réfléchir et ça donne plus que jamais envie de se battre pour les soignants, de respecter ce qu'ils nous demandent, etc. Mais moi, Pape, franchement, ça m'a dévasté. Beaucoup de tristesse quand vous avez appris ce décès? Ouais, complet. Ouais, franchement, ça m'a mis un coup. Hein. Vraiment, j'étais vraiment, j'en avais les larmes aux yeux du décès de Pape. Franchement, c'était tellement soudain. J'avais vu la première info comme quoi il devait être rapatrié. Je me suis dit, oulala. Pape, il commençait à être un petit peu âgé, et c'est vrai que quand les personnes âgées qui chopent le corona, on est toujours un peu inquiet. Bon, je me disais, j'espère que ça va aller, et quasiment 2 heures après, on apprenait qu'il était décédé. Donc, voilà, pour rappeler, il a été hospitalisé au Sénégal et depuis samedi, il était sous respirateur et son état s'est aggravé et il devait être rapatrié, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On vous avait vu à Marseille l'année dernière, chez lui pour l'interviewer. Quel souvenir vous gardez de lui, de cet homme? Parce que c'est pas seulement un président, ça a été aussi un journaliste et un agent de joueur. Ouais, très attachant, franchement très très attachant. C'était
on va dire un mec normal. C'est-à-dire que dans le foot, il y a beaucoup de. Bon, c'est un milieu particulier, hein, le foot, hein, surtout le milieu des agents, mais moi, j'ai le sentiment que lui, en tout cas, dans les rapports que j'avais avec lui, c'était quelqu'un de normal, quelqu'un quand il donnait sa parole, quand il disait un truc, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Il a jamais. Il était franc, il était direct, il était sincère, il était d'une gentillesse incroyable, d'une intelligence folle. Il pouvait parler de. Franchement, il peut vous apprendre sur tous les sujets hors du foot, la littérature, tout. Il était. Non, c'était vraiment un mec à part. Vraiment un mec à part. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand président qu'ait connu l'Olympique de Marseille? Ah oui, ça c'est une bonne question. Justement, j'ai fait réaction de Lorik Sana là, il y a quelques jours. Je vais poser la même question et bon, à Marseille, bon, tous les gens n'oublieront jamais Bernard Tapie, j'imagine, parce que c'est grâce à lui que l'OM a eu ce titre de champion d'Europe. Donc ça, déjà, personne n'a égalé ça. Après, Pape Diouf, je pense que avec les moyens qu'il avait et avec sa connaissance du foot, sa connaissance de Marseille, sa connaissance du milieu, je pense que ce qu'il a fait, c'est quand même exceptionnel. Avec Guéret, avec Valbuena, enfin, franchement. Voilà, c'est différent parce que Bernard Tapie était là dans les années 90, il a su gagner des titres, tandis que Pape Diouf, il a essayé un peu de reconstruire, tout à fait. reconstruire l'Olympique de Marseille. Il en est arrivé avec des joueurs comme Ribéry, comme Nasri, comme Maoulida et comme Valbuena, comme vous l'avez dit. L'équipe avait de la gueule, hein, comme on dit. Et d'ailleurs, Eric Guéret, avec qui on parlait après le décès de Pape Diouf, nous disait que c'était sans doute pour lui, hein, en tant qu'entraîneur, il a connu que Pape Diouf comme président, mais il connaît bien Marseille, Eric Guéret, et il disait que pour lui, c'était sans doute le meilleur président de l'histoire de l'OM. D'ailleurs, il était triste, il a dit que c'était presque un de ses meilleurs amis. Ah, il était pareil, il était dévasté, Eric Guéret. Il en avait les larmes aux yeux et très très touchant. Eric Guéret, il a eu un AVC il y a quelques temps, ouais. Il y a 2 ans à peu près, je crois. Il y a deux ou 3 ans. Et il a du mal à s'exprimer, mais quand je l'ai appelé, moi, pour avoir une réaction, il m'a tout de suite dit oui. Il a dit ouais, je veux dire un petit mot sur Pape, parce que c'était quelqu'un, il était resté très très proche de Pape, même s'il ne se parlait pas toutes les semaines, mais il était très très proche. C'était un de ses meilleurs amis, il le dit. Et c'est vrai que pour lui, c'était un choc terrible pour Eric. Et c'est quelqu'un qui faisait l'unanimité parce qu'on a aussi vu sur les réseaux sociaux que ça soit tout bord, que ça soit des supporters parisiens, des supporters lyonnais, tout le monde a rendu hommage à Pape Diouf et ça montrait aussi que c'était un grand homme, un grand président, surtout le seul président, on va dire, noir européen à avoir présidé un club. Donc on voit bien que Pape Diouf c'était quand même un très grand monsieur. Ouais, il faisait l'unanimité, comme tu dis, dans tous les clubs. Hein, je crois que même Jean-Michel Aulas a dit. Oui, il a rendu hommage. Et il lui a rendu hommage. Moi, je sais que, étant à Paris et proche de pas mal de supporters parisiens, tout le monde a dit allez, c'est la trêve là, entre Parisiens et Marseillais. Il faut rendre hommage à cet homme, hein, je pense qu'il dégageait quelque chose de sympathique en plus, Pape. C'était pas critiqué pour critiquer, il défendait son club, mais bon, c'était plutôt un mec droit et voilà, qui dégageait de l'empathie pour tout le monde un peu, je pense. Et surtout, Kylian Mbappé a laissé un très bel hommage sur ses réseaux sociaux et également, ça a souligné. Non, mais bien sûr, non, mais tous les joueurs, hein, c'est l'unanimité, les supporters, les joueurs, tout le monde. Il a eu tellement de joueurs aussi, Pape, dans l'ancienne génération, et tout le monde garde un souvenir exceptionnel. C'était, mais je pense qu'à Marseille, il est adoré. Enfin, je pense, vous êtes Marseillais, je pense que ça vous a fait un choc aussi. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, on était avec Lucas également et quand on a appris cette nouvelle, on était bien sûr dévastés. Et dès le lendemain, on a vu des banderoles dans Marseille. Comme je vous l'avais dit en off, il y a les MTP qui sont carrément rentrés dans le stade Vélodrome pour mettre une banderole. Le soir même, il y en a aussi qui ont mis des choses de l'OM pour montrer l'hommage. C'est vraiment quelqu'un qui fait également l'unanimité, bien sûr, à Marseille. Exactement. Je suis complètement d'accord avec vous. Allez, Lucas, je te laisse la parole. Et c'était pas seulement ça, c'était aussi notre fondateur de notre école de journalisme à Marseille. Exactement. Avec l'école avec Jean-Pierre Foucault d'ailleurs. Et nous, on l'avait rencontré quelques fois, 2 ou 3 fois, très gentil.
Mais voilà, on ne le connaissait pas plus, mais ça nous a fait beaucoup de peine et notre école, on va lui rendre hommage dès que le confinement sera levé, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Alors Olivier, vous faites vos débuts à la télévision plutôt en 2003 sur Infosport en Ouais. présentant le journal des clubs et ce jusqu'en 2008. Comment êtes-vous arrivé sur cette chaîne Infosport du groupe Canal? Voilà, c'est une histoire très simple. Moi, j'ai commencé sur une radio locale dans la région parisienne. Ensuite, en parallèle de cette radio locale, je bossais sur un petit journal qui s'appelait La Gazette du Val d'Oise, qui était de la presse écrite. Et je bossais au sport, donc je faisais radio et presse écrite. Et le rédacteur en chef de ce fameux journal est parti travailler à Infosport. Et c'est lui qui m'a fait rentrer quasiment un an après. Alors, le journal des clubs, c'était 2003, mais je suis rentré, moi, je suis arrivé en 2000 à Infosport. J'ai commencé à bosser plus pour Canal+. Au départ, un peu pour le CFC avec ma petite caméra. Je partais sur les terrains le soir des matchs. Et puis après, petit à petit, je faisais des sujets pour le Canal Football Club. Après, je suis devenu homme de terrain. Et puis voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, la progression. D'ailleurs, Infosport Plus qui s'appelle Infosport Plus maintenant, puisque ça a été racheté par Canal, comme vous le disiez. Exactement. Et, Vous regardez, j'espère, Infosport. Oui. Ah oui. Oui. J'essaie au maximum. Ouais, bon, c'est bien. Alors, vous avez présenté également 20h Foot, série télé de 2008 à 2010. Ouais. Et les spécialistes pendant un an sur Canal Plus Sport. Quels souvenirs vous gardez de ces années en tant que présentateur? Alors, j'ai jamais, moi, en fait, il y a deux choses. J'ai jamais commenté de match, ça c'est la première chose. Et présenter une émission, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, je suis plus à l'aise, je pense, plus près des acteurs sur un événement, sur un match, ou je sais pas, sur une conférence de presse, ou un truc plus dans le live, dans le show. Mais présenter une émission, c'est un exercice vraiment différent. Moi, je l'ai fait effectivement pour 20h Foot, c'était vraiment bien à iTélé à iTélé à l'époque, parce qu'on avait une super équipe, une super ambiance. On travaillait avec des bouts de ficelle à l'époque. On était pour faire 20h Foot qui durait, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. On devait être trois. Il y avait moi, plus deux stagiaires, plus. Réduite. Ouais, on était tout. C'était des moyens réduits, mais bon, on s'est éclaté. Cyril Linette m'avait proposé de présenter les spécialistes le mercredi, parce qu'il y a les spécialistes toutes les semaines, en fait. Mais il m'a dit, écoute, je te propose de faire ça. Donc j'ai fait ça un an, parce que l'année d'après, l'émission s'est arrêtée, ils ont changé un peu la grille. Et puis, donc c'était des expériences sympas, mais présenter l'émission, le métier de présentateur, c'est vraiment un truc à part. C'est comme commentateur. Deux métiers, c'est vraiment différent, quoi. C'est journaliste, commenter un match, faut être bon. C'est pour ça, moi, quand j'entends les mecs qui critiquent Stéphane Guy toutes les semaines et tout, moi je leur dis, mais qui vous mettait à la place de Stéphane, à part Greg Margoton qui est très bon, c'est pas évident d'avoir un bon commentateur. Et moi, Steph, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais être un bon commentateur de foot, c'est pas donné à tout le monde, moi je vous le dis. Donc il se fait tailler, mais donc voilà, donc c'est un métier particulier commentateur, c'est un métier particulier présentateur. Moi j'ai eu la chance de le faire et bon, c'était une expérience sympa. S'il fallait le refaire, pourquoi pas, hein, mais je suis plus à l'aise au bord d'un terrain. Ah ben voilà, justement, depuis 2013, vous êtes l'homme au bord du terrain avec Laurent Pagani. Paga, bien sûr. Et est-ce que ça vous correspond mieux, comme vous nous disiez tout à l'heure? Est-ce que ce rôle vous correspond mieux? Moi je trouve à chaud comme ça, moi je me sens plus à l'aise pour. Je pense qu'on peut tirer peut-être plus de choses de quelqu'un à chaud lorsqu'on pose des questions. Moi, on me dit souvent, t'es trop cash sur les questions, t'es trop peut-être trop rentre dedans, trop pas agressif, mais des questions un peu chiantes à la fin des matchs. Mais moi, je considère que si tu poses pas si tu demandes au mec s'il est content d'avoir gagné, qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde, quoi. Enfin, tu peux pas avoir des réponses très, très intéressantes. Donc, moi, je considère qu'il faut y aller, quoi. Faut poser des vraies questions. Si tu veux en retour avoir quelque chose d'un peu sympa, faut y aller. Tu vois, avec Laurent Blanc, c'était ça. Avec Tourelle, c'est pareil. Tourelle, en plus, je trouve qu'il est pas langue de bois, donc on peut y aller sur les questions. Enfin, tu vois, il est cash, ouais. Il est cash, voilà. Même, tu vois, même Villas-Boas, je trouve que. Villas-Boas, ils se ressemblent un peu sur la communication, les deux.
Alors, c'est peut-être dû au fait que ce sont des entraîneurs étrangers, parce que j'ai l'impression que les entraîneurs étrangers sont souvent plus cash dans les réponses. Enfin, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, le fait est qu'ils sont tous les deux étrangers. Et tu vois, Villas-Boas, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à l'OM. Bon, je ne parle pas du jeu, mais dans la communication et dans l'image, je trouve qu'il dégage quelque chose de positif. Et il est bon en interview. Et Tourelle, c'est pareil. C'est des mecs qui sont à l'aise, qui font sympathique, quoi. Tu vois. Et donc, sur les questions, on peut y aller. Le mec, il ne te reprochera jamais de poser une question vache, il va répondre, quoi. Et c'est peut-être aussi la mentalité, peut-être qui est différente à l'étranger, la mentalité française, peut-être. Je ne sais pas si les entraîneurs étrangers, peut-être, veulent se montrer open, veulent se montrer sincères, veulent se montrer sans langue de bois. Je ne sais pas si quand ils entraînaient dans leur pays, ils étaient comme ça. Mais Villas-Boas, il a fait pas mal de pays, cela dit. Mais Tourelle, je sais que Tourelle en Allemagne, cela dit, il était un peu comme ça aussi. Hein. Il était réputé pour pouvoir s'enflammer avec un journaliste, pouvoir. C'est des mecs qui sont passionnés, hein, c'est des fous un peu. Ils sont un peu dans leur. Ils sont passionnés dans leur monde, dans leur bulle. Ouais, ils sont dans leur trip et parfois, parfois ça peut. Voilà, ils sont passionnés, donc ça peut donner des échanges sympas, quoi. Et dans ce rôle d'homme de terrain, est-ce que des fois vous vous inspirez un peu de Laurent Paganelli? Je trouve qu'on en parle souvent avec Laurent parce que c'est vrai qu'on s'entend plutôt bien. Déjà, Laurent, lui, il n'est pas journaliste. C'est plus, il joue plus sur le rôle d'ancien joueur qui connaît bien les joueurs, qui connaît bien le métier de footballeur. Moi, j'ai plus un rôle de journaliste. Lui, tu vois, c'est deux rôles différents. C'est pas comparable, je pense. Et souvent, on se dit qu'on a l'autodérision aussi du côté de Paganelli. Paga, il est plus rigolo. Il peut dire des petites conneries. Ça fait marrer tout le monde. Mais c'est vrai qu'on en parle tous les deux souvent, on est un peu complémentaires, tu vois. C'est deux rôles différents. Ouais, parfois, sur les gros matchs, tu vois, sur un PSG-OM, on peut être tous les deux. Lui, il va faire le match, moi, je vais faire le débrief, plus pour l'analyse, pour aller poser des questions un peu chiantes au mec. Paga, lui, d'ailleurs, il le disait récemment dans une interview, il disait « Moi, j'ai pas envie de faire chier les mecs en posant des questions, aller les chercher et tout. » Il dit « C'est plutôt le rôle d'Olive. » Comme ça, on est un peu complémentaires. Complémentaires, ouais. Voilà. Alors, vous suivez le Paris Saint-Germain depuis quelques années, Olivier. Vous êtes au plus proche des joueurs et des membres du staff. Vous sentez un peu comme privilégié? Oui. Le métier en général, hein, pas forcément avec le PSG, mais on est des privilégiés. Ouais, le métier qu'on fait, de toute façon. D'ailleurs, parfois, je ne vais pas dire qu'on ne se rend plus compte, mais d'aller sur un terrain, sur bord pelouse, rentrer dans le stade, il y a des millions de personnes qui vont être à notre place. Et c'est vrai que parfois, peut-être qu'on s'en rend plus compte à force de toutes les semaines aller sur les terrains et tout. Après, il faut relativiser. Hein, c'est un métier encore, ça va. Hein, on n'est pas. Quand je vois aujourd'hui les soignants, comment ils bossent, les gars, respect, parce que nous, ce qu'on fait à côté, c'est de la rigolade. Hein. Mais bon, c'est un métier, métier de privilégié, mais il y a un peu de boulot quand même. Et vous êtes considéré par le journal L'Équipe comme le fonceur de Canal+, au profil rentre-dedans et au style offensif qui s'affranchit souvent des convenances pour décrocher une interview. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ouais, mais moi je le revendique. Mais c'est ce qui revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans une interview, par exemple sur une fin de match, en général, tu as 2 questions. Allez, 2-3 questions max. Si ta première question, c'est vous êtes content d'avoir gagné. La deuxième, vous êtes content d'avoir marqué. Tu qui te disent le mec. Bah ouais, je suis content d'avoir gagné, machin. Donc parfois, moi, on me dit ouais, tu prends toujours le côté un peu négatif du truc, mais bon, non, c'est pas. Moi, je trouve pas. J'essaye d'être à peu près. Tu vois, pareil, on me dit souvent que t'es pro-parisien, mais moi, j'ai pas l'impression d'être plus sympa avec les Parisiens qu'avec les Marseillais. Hein. Enfin, tu vois, par exemple, pour dire ça, mais non, offensif, ouais, moi, je pense qu'il faut y aller sur les questions. Moi, je vous conseille, hein, avec un joueur, il faut y aller. Le mec, il vous reprochera jamais d'avoir posé une question chiante. Jamais. Les mecs, ils s'en foutent, ils répondent. Après,
pose la question. Si le mec il répond rien, eh bien, il répond rien. Les mecs, ils sont formatés aussi. Ils font du média training aussi maintenant, les joueurs. Donc, il faut poser les questions. Poser les vraies questions. Poser les questions que tout le monde se pose. C'est ça le truc qui est difficile. Et certaines de vos interviews ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, parfois négativement d'ailleurs. On se souvient de l'interview du coach parisien Thomas Tuchel lors du PSG Monaco, ou même de l'altercation avec Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que cela vous touche? Bon, non, parce qu'au final, alors, dans les deux cas, avec Thomas Tuchel, j'ai trouvé moi, que ça faisait une super séquence, franchement. On était sur le plateau d'ailleurs du CFC. Ah, vous y étiez? Ouais, on était sur le plateau du CFC. C'est pas mal. La séquence a été pas mal, tu vois. Bon, après, moi, j'ai continué à poser mes questions. Hein, donc, après, il s'énerve. Hein. Mais c'est pas un mauvais mec, hein, Thomas Tuchel. On en a reparlé après. Il est... Non, c'est pas un mauvais mec, mais en fait, j'ai payé un peu pour tout le monde, je pense. Ce jour-là. Oui. J'ai payé un peu pour tout le monde. Et puis, non, mais Thomas Tuchel, moi, franchement, c'est un mec que j'adore, c'est un vrai bon mec. Et sur Zlatan, non, sur le moment, ça fait drôle. Parce que quand Zlatan met son bras comme ça et que tu as l'impression de te cogner dans un truc en métal, ça fait bizarre. Mais bon, non. Entre guillemets. Le risque du métier, comme on dit. Non, mais pour être honnête, ça fait un peu de buzz. Au début, moi, c'était au début, franchement, où j'étais homme de terrain. Personne ne me connaissait beaucoup. Voilà, ça fait connaître un peu. Hein. Faut le dire, hein, faut pas être hypocrite. Hein. J'ai regardé ce truc-là, ça a été vu des millions de fois sur YouTube. Mais c'est hallucinant, quoi. Zlatan, avec Zlatan. Le réseau, quand ça part vite, ça part. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, ça fait un peu de pub après tout. Mais c'était pas fait exprès à la base. Non, bien sûr, non. Et pour revenir sur l'actualité, Olivier, est-ce que vous pensez, vous, que les championnats nationaux vont reprendre ou pas? D'ailleurs, on a juste avant de vous donner la parole, il y a le président de Brest qui a demandé de trouver une solution très rapidement pour le championnat de Ligue 1. Franchement, j'ai pas d'infos, hein. Mais compliqué de reprendre, hein, parce que quand on entend les dernières déclarations du Premier ministre, notamment, quand il parle du déconfinement, qu'il va falloir tester les gens, avant, en gros, de leur permettre de ressortir, etc. Comment tu fais? Dans tous les clubs, va falloir tester les joueurs. Imagine si tu as un joueur qui est positif. Imagine, je dis n'importe quoi, tu as Rongier et Sanson qui sont positifs, tu fais quoi? Donc tu as tes deux meilleurs joueurs qui ne peuvent pas jouer, quoi. Voilà, après, tu as le délai. Quand tu sors du déconfinement, déjà, il faut savoir quand c'est. Si tu sors, là, on parle de début mai, mais si c'est fin mai, il ne te reste plus que. Il faut, a priori, Rudy Garcia disait qu'il faudra au moins 3 semaines pour que les mecs se remettent en jambes. La préparation physique, quoi. Donc ça te fait, mi-juin, 3e semaine de juin. Tu fais comment après? Je sais pas, après, tu as les contrats des joueurs qui s'arrêtent en juin, donc il y aura peut-être des dérogations pour que leur contrat soit prolongé d'1 mois. Compliqué, hein. Après, tu as la saison prochaine qui doit reprendre début août. Début août, parce qu'après, il y a l'Euro aussi, il ne faut pas oublier qu'à l'Euro. Tu as l'Euro en 2021, après, tu as les tours préliminaires de Coupe d'Europe qui commencent en juin. Et quelle est la solution pour vous qu'il faut trouver? Personnellement, je parle. Franchement, moi. Franchement, j'ai pas de solution miracle. Tu veux dire pour la reprise ou qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce championnat? Oui, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le championnat? Est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on attend juin, juillet? Voilà, c'est. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. La logique, si on prend. Ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Si on. Il y a quoi? Il y a les 2 tiers de la saison qui a été jouée à peu près. 28 journées, 29 journées. Je sais pas, ça fait quand même pas mal de matchs. Si ça reprend pas, tu t'arrêtes ou tu t'es arrêté, quoi. Enfin, avec le classement. On peut l'appeler, d'ailleurs, le championnat belge où Bruges a été sacré champion le jour. Tu t'arrêtes au classement où le championnat s'est arrêté, quoi. Enfin, moi, je pense. Hein. Paris, Marseille et c'est qui 3e? Rennes. En Angleterre, Liverpool, ils font une saison de ouf. Ils vont pas dire non, bon, on arrête. D'ailleurs, il y a une réunion, il me semble, prochainement avec les présidents de clubs pour trouver une solution. Mais c'est vrai que c'est
c'est un schéma inédit. Et même en Italie, il y a le président de Brescia qui menace de déclarer forfait s'il y a le championnat qui reprend. Donc, pour tous les instances du football, ça va être très compliqué à gérer. Et pour revenir aussi sur les Coupes d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, comment ça doit être géré également? Est-ce que vous pensez à une solution ou c'est également très compliqué? Les gars, pour une fois que Paris va en quart de finale, la compétition va pas au bout. Ouais. Non, mais oui, quand on entend l'UEFA, ils sont persuadés que la compétition va se finir, quitte à faire que des matchs sur terrain neutre. Mais bon, tu fais comment? Tu fais à huis clos? Tout dépend de la période de déconfinement, de la sortie du confinement. Franchement, personne ne sait exactement comment ça va se passer. Parce qu'il y avait le Final 4, Final 8 aussi, j'avais entendu parler de ça sur terrain net, mais c'est aussi. Franchement, je pense que personne ne sait et que personne n'a la solution. Et qu'il n'y a pas de solution idéale. Enfin, il n'y a pas de. Ça sera de toute façon du bricolage. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, Olivier, pour finir cette petite interview, il y a quelques internautes qui ont souhaité poser des questions. C'est des questions, on les a sélectionnées, avant. Ouais, j'imagine. Petite question, donc ça, c'est une personne qui a voulu rester anonyme. Ah. Lucas, c'est quoi la première question qui les a? Alors, quel conseil vous donneriez à un jeune journaliste? Un jeune journaliste, de foncer, d'être pas trop se poser de questions, de beaucoup travailler parce que c'est du boulot, de développer son relationnel. Pas facile avec les joueurs pour les approcher, etc. Mais le relationnel est très important. Plus vous connaissez de monde dans le milieu du foot, plus vous aurez des interviews, plus vous aurez de facilité à contacter les gens. C'est un peu aussi comme ça que ça marche. Plus vous êtes relationnel, plus vous avez de chances de réussir. Et puis, je sais pas, bosser. Et puis, il y a les écoles de journalistes, il y en a des très bien. Voilà, n'hésitez pas à faire beaucoup de stages. Voilà, après, il faut le coup de pouce et à un moment donné, la chance qui vous permette de rentrer dans une chaîne, dans une radio, dans un machin, et puis dans un journal. Et puis, si c'est votre passion, vous y arriverez. Voilà. Une autre question cette fois-ci, alors c'est un peu non compliqué. Ouais. Un clou peut en cacher un autre qui pose une question. Ouais. Que pensez-vous du tableau que vous avez commandé? Le tableau que j'ai commandé? Ah, ouais, très bien. Vous le connaissez, le gars qui a fait mon tableau? Je ne sais pas du tout, il nous a envoyé un message pour vous poser la question. Ouais. Donc... C'est le tableau PSG, ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est un tableau PSG. Il faut que je lui réponde d'ailleurs. Alors, une autre question, une dernière, c'est El Krakitoun, c'est très beau pseudo, qui a une autre question cette fois-ci sur plus personnellement. Avez-vous un club favori? Moi, pareil, j'assume. Moi, je suis parisien. Depuis que j'ai 6-7 ans, mon père m'emmène au Parc des Princes. Il m'emmenait voir les joueurs s'entraîner. Donc voilà. Bon, après, je pense que dans mon métier, j'essaye de faire abstraction de ça. Donc, pour ça, je vous disais tout à l'heure, il y en a qui me disent que je suis pro-parisien. C'est marrant dans les trucs de Twitter et tout ça. Je lis plus d'ailleurs parce que ça m'insupporte. Tu as 50% des gens qui disent que je suis pro-parisien, tu as 50% qui me disent que je suis anti-parisien. Oui, c'est que ça se voit pas trop. On prendra à laisser des commentaires sur je pense que tous les journalistes ont un club de cœur. Oui, je pense également. Et après. Vous aussi, non? Oui, un peu, oui, bien sûr. Ouais. On essaie bien sûr de faire abstraction et d'être le plus juste possible. C'est notre métier, c'est ce qu'on nous demande de faire. Exactement. Merci beaucoup, Olivier Talaron, pour cette petite interview. Pas de souci. Allez, les gars, portez-vous bien. Merci. Ciao.